Bienvenue sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite avec une interview chaque jeudi et un conseil soft pour développer vos skills chaque lundi et vous aider aussi à vous rapprocher encore plus vite de votre réussite. Si vous avez un rêve que vous voulez réaliser depuis longtemps mais que vous n'osez pas, que vous vous dites que c'est trop tôt, trop tard, que vous n'avez pas tous les éléments en main pour pouvoir l'atteindre, alors l'interview d'aujourd'hui est juste faite pour vous. Avec Maria Helhel, vous découvrirez non seulement les coulisses du succès, la course d'obstacles à laquelle elle s'est engagée et comment son rêve est devenu une réalité. Bonne écoute sur le podcast 27. Bonjour Maria Helhel, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Maria, tu es née à Rabat et aujourd'hui tu vis aux États-Unis. Oui. Alors dans le Michigan à Détroit, l'industrie d'automobile et j'ai une usine de cosmétiques. Et quel est le nom de ton entreprise, Maria? Purolea Cosmetics Lab. Alors je vais essayer de le dire avec un accent acceptable. Quelle est l'activité de Purolea Cosmetic Labs? Alors ce qu'on fait ici, c'est que on fabrique toutes sortes de cosmétiques pour les cheveux, pour la peau, pour n'importe quelle marque, de préférence des marques qui vont bien, qui se vendent bien aux États-Unis. Et voilà, donc c'est du B2B. Nous on deal avec des marques et on fabrique pour eux, puis on envoie leurs marchandises là où ils nous demandent de l'envoyer. Donc on peut l'envoyer chez Amazon, on peut l'envoyer chez Walmart, on peut l'envoyer chez Target. Chacun est différent. La jeune fille de Rabat qui devient entrepreneur aux États-Unis, c'est le rêve américain. C'est vraiment un rêve que je n'aurais jamais cru achever. C'est 4 années à l'ISCAE et puis de là je suis passée ingénieure d'affaires chez IBM Maroc et puis à partir de là tout s'est enclenché. Mais est-ce que déjà à l'ISCAE, tu pensais déjà à être entrepreneur aux États-Unis, Maria? C'est une bonne question. Je pense que c'était toujours à l'intérieur de moi, mais par contre, je ne savais pas comment j'allais y arriver. D'accord. C'était un rêve sans avoir le mode d'emploi. Donc, te voilà lauréate de l'ISCAE. Qu'est-ce qui se passe après? J'ai cherché à travailler. À l'époque, je me souviens, c'était la dernière année d'ISCAE. IBM cherchait un ingénieur d'affaires. Donc, j'ai postulé au même titre que toute la promotion parce qu'on était tous intéressés par cette position. Et voilà, après, je pense que c'était une semaine d'interview et de tests de QI. J'ai été choisie. Donc, voilà, ma carrière a commencé à ce moment-là. Et pourtant, avec un super job dans une multinationale où tu aurais pu simplement, travailler et bâtir une carrière, tu décides d'entamer ta première rupture, qui est toujours une aventure d'ailleurs, et celle-ci va se passer au Canada. Oui, alors ça faisait, je crois, 2 ans que je travaillais, mais j'avais c'est tellement interne, j'avais cette impression d'avoir tout accompli et que ma vie ne pourrait pas évoluer. Voilà, j'ai peut-être eu trop vite le succès et voilà. Et donc j'avais besoin de tenter une aventure différente. J'avais besoin de changer ma vie. D'ailleurs, j'ai tout lâché et je suis partie avec un sac à dos et j'ai tenté l'aventure au Canada à l'époque. J'essaye de comprendre parce que comment est-ce qu'une jeune femme marocaine qui est diplômée, qui a trouvé un job dans une boîte reconnue et qui a baigné dans une certaine éducation, dans certaines normes, comment est-ce qu'on décide comme ça de tout lâcher et de partir avec pas grand-chose? Je crois que c'était $400 que tu avais en poche, Maria. Avec $400, j'ai démissionné d'IBM, j'ai pris 2 valises
Je me souviens très bien de ce qu'il y avait à l'intérieur de mes valises. Il y avait tout mon équipement d'équitation. Moi, je partais en vacances. Il y avait tous mes albums photos. Et voilà, donc 2 valises pleines de rien du tout. Et voilà, et j'ai atterri à Toronto à 1h du matin et je ne savais pas où j'allais dormir ce jour-là. Et, euh, et je me souviens que je suis re-rentrée à la douane et je leur ai dit, je sais pas où dormir. Et vos hôtels à vous, ils veulent pas de moi. Parce qu'à chaque fois, je disais, est-ce que vous avez une chambre? Ils me disaient oui. Ils me disaient, c'est quoi ta carte de crédit? Je leur disais, non, non, j'ai pas de crédit. J'ai encore mieux que ça, j'ai du cash. Ils me disaient, ben non. Et donc, après 1 heure d'appel intensif, je retourne chez le douanier et je lui dis, ben, je sais pas où dormir. Là, je sais pas comment ça fonctionne chez vous. Et Mskin, il a parlé à un hosteling. Et, euh, et moi, à l'époque, je savais même pas c'était quoi un hosteling. C'est un truc pour les globetrotters. C'est un petit hôtel. Et il m'a mise dans un bus et il m'a dit, voilà, il a parlé au chauffeur d'autobus. Il a dit, tu vas l'arrêter à telle station. Et finalement, il m'a arrêté. Bon, moi, j'arrive à temps marocaine de base, hein. Toronto. À ce moment-là, il est 3 heures du matin. Et, euh, et j'avais mes 2 valises pleines de rien du tout. Et donc, le chauffeur de taxi me dit, tiens, voilà, le hosting, il est par là-bas. C'est tout ce qu'il me dit. Moi, je comprenais pas l'anglais à l'époque. Et donc, je commence à pousser une valise à la fois. Je savais pas où j'allais. J'arrive au hosting. Ils me disent, tiens, voilà, ta clé, ta chambre, elle est en bas. Alors, moi, je descends en bas. D'accord? Et puis, je remonte en haut. Je lui dis, écoutez, je vois pas le numéro de ma chambre. D'ailleurs, j'ai pas de clé. Ils me disent, non, non, rien que vas-y, ouvre la porte. J'ouvre la porte, j'allume la lumière et là, je vois 50 têtes se lever. Et je lui dis, c'est quoi ce truc? Dans quoi j'ai atterri? Je ne savais pas dans quoi j'avais atterri. Et puis, voilà. Et puis, à 5 heures du matin, tout le monde qui se levait et j'ai dit dans quoi j'ai atterri. Mais, il y a une belle histoire dans cette histoire, c'est que après 2 ou 3 jours, je crois, je parlais à une copine et je pleurais. Je pleurais parce que je me disais, je me suis dit, mon Dieu, et je comprenais rien, je savais pas comment ça fonctionnait ce truc et tout. Et puis la fille à côté de moi était aussi au téléphone et elle pleurait. Et en raccrochant, elle me raconte qu'elle est journaliste. Et elle me dit, viens, je t'amène avec moi, il y a le festival des films, je t'amène avec moi. Et alors moi, imagine, j'atterris à Toronto et 3 jours plus tard, je dis bonjour à Danny DeVito, à Ethan Hawke. Et là, je me dis, mais moi, ça y est, et moi, je me disais, ça y est, c'est comme la chanson de Jodassin, là, l'Amérique. Je me suis dit, ça y est, le succès arrive, je vais être star internationale, le rêve américain existe bien. Après 3 jours, je suis devenue, je suis déjà à côté des stars. Tu vois. Bon, et puis voilà. Mais ça a été le début de la galère. Mais ça c'est bien. Voilà, ça a été dur. Les 3 premiers jours ont été durs. Alors là, on est en plein dans la course d'obstacles pour la cavalière que tu es, et on est aussi totalement immergé dans la face cachée de la Lune, là où en fait on ne voit pas justement de lumière et où le succès est encore loin. Alors ces galères, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ça a été galère parce que je suis partie un peu avec rien, ni contact, ni boulot, $400, c'est-à-dire rien du tout. Et puis 2 grosses valises qui étaient de trop d'ailleurs. Et, euh, et, et voilà. Et en plus, j'arrivais pas à contacter IBM parce que je voulais postuler au prix d'IBM. Je n'y arrivais pas parce que j'étais dans un hosting. Donc, ils pouvaient même pas prendre des messages pour moi. J'appelais, je comprenais pas que j'avais pas de message. Bon, bref. Euh, Finalement, tout se débloque. En un mois, j'étais embauchée par IBM et ils m'ont transférée à Montréal. Donc déjà, j'enlève la barrière de la langue. Ils m'ont transférée à Montréal et c'est très simple. En un mois, j'habitais dans un superbe appart, dans une tour, à même pas 10 mètres d'IBM. Voilà, j'avais une toute nouvelle vie. On aurait dit que Dieu a dit, voilà, ben, je t'ai transporté d'ici à là-bas, tu as la même vie, maintenant construis ton rêve. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, la leçon que tu retiens de ces premiers mois au Canada, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, la leçon que je retiens, vas-y, vas-y. Ah, enlève toutes tes peurs. L'univers, l'univers va faire en sorte que tout va s'imbriquer. Vas-y, soulève tes peurs. C'est très juste et ça te correspond tellement puisque quelques années plus tard, tu fais une rencontre déterminante et encore une fois, tu prends une décision qui l'est tout autant. En fait, c'est une année plus tard. Une année plus tard, je rencontre donc ce bel Américain et donc je travaillais toujours chez IBM et je me suis dit bon, on s'est fiancés après 1 an, mais je me suis dit si je vais aux États-Unis, je veux avoir mon MBA avant parce que je connaissais la galère. Enfin, surtout le coût des études aux États-Unis. Donc, je me suis dit, tant que je suis au Canada, autant le faire. Donc, voilà. Donc, 3 ans plus tard, effectivement, c'est 4 ans après avoir atterri à Toronto, je déménageais à Chicago pour commencer une nouvelle vie, une autre nouvelle vie. Euh, et celle-là, c'était plus une vie familiale. Quoique j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé à Chicago à l'époque pour CME, qui est Chicago Mercantile Exchange. C'est les futures, c'est le marché financier. Voilà, je travaillais pour le marché financier à Chicago avant de construire ma famille. Voilà. Et donc là, les années qui suivent, Maria l'aventurière démarre une autre aventure et pas la moindre, puisque tu fondes une famille aux États-Unis. Voilà, j'ai 2 enfants. On déménage beaucoup parce que la carrière de mon mari était assez florissante. On déménage beaucoup, je construis. Puis j'étais maman au foyer. Comme j'ai pas eu de maman au foyer, je me suis dit bah tiens, je vais être la maman que j'ai rêvé d'avoir. Et je l'ai fait. Et à ce moment-là, Maria, alors que tu es une vraie real housewife, euh, tu vas au Maroc, tu rencontres quelqu'un, vous avez une discussion et, encore une fois, une décision déterminante va être prise. Voilà, alors je rentre au Maroc et puis une amie à mes parents euh, qui, elle, avait un business florissant dans l'huile d'argan me dit, Maria, tu dois le faire. Et je lui dis, ben écoute, c'est pas encore le bon moment. L'année d'après, je la revois et elle me dit, Maria, tu dois le faire. Et j'ai dit, bon, je suis prête. Mes enfants vont à l'école, je suis prête. Et sauf qu'à l'époque, je ne savais pas que j'étais en avance. J'étais en avance sur la tendance de l'huile d'argan. Et donc voilà. Donc j'arrive, je rentre du Maroc, j'achète 100 kilos d'huile d'argan, 100 litres d'huile d'argan, et je me dis ok, et ben on va commencer cette aventure. Et voilà. Et puis à l'époque, je me souviens, j'ai transformé mon sous-sol en petite usine, hein, d'huile d'argan, et j'ai créé ma marque avec mon logo et tout ça là. Enfin, je me suis un peu formée sur tout ce qui était création d'entreprises cosmétiques, parce que moi j'étais pas dans le cosmétique à la base. Et voilà. Donc pendant 3 ans, j'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est-à-dire, je suis devenue ingénieur informaticien, je suis devenue financier, je suis devenue comptable, je suis devenue femme de ménage, je suis devenue tout ce que tu veux. Et 3 ans plus tard, j'avais une petite usine à la maison, jusqu'à ce que tout s'écroule. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout s'écroule? Bien, à l'époque, je pense que mon mari était un peu fatigué de mon entreprise qui ne ramenait rien. Et moi qui étais bien sûr obsédée par ma passion. Donc à un moment, il me dit, bon bah écoute, on arrête tout, on se sépare et chacun son truc. Bon, moi à l'époque, ma compagnie, elle ne générait aucun profit, rien. Et puis je réinvestissais tout parce que j'apprenais la cosmétologie. Donc tout ce que je générais, je réinvestissais. J'apprenais surtout comment formuler des cosmétiques. Et, et c'est ce qui a fait que, au bout d'un moment, je suis devenue Eco Beauty Wholesale. De Marrakech Select, je suis devenue Eco Beauty Wholesale, c'est-à-dire je suis devenue un laboratoire cosmétique. C'était le début.
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mon mari me dit, c'est fini. Euh, et moi, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme? Est-ce que je vais chercher un boulot? Et là, je reçois un coup de téléphone. Maria, je veux de l'huile d'argan. Je dis, écoutez, ça tombe bien. Je suis un peu désespérée. Et j'ai de l'huile d'argan. Ils me disent, non, 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 on veut pas ta marque, on veut que tu construises notre marque. Et ça, on parle de une semaine, hein. Une semaine après que mon mari me dit, c'est fini. Il me dit, c'est fini. Moi, je dis, bon, c'est foutu. Et là, j'ai ce coup de fil. Donc là, en fait, il y a une énorme porte qui se ferme, une porte de ta vie privée, et pratiquement au même moment, il y a une autre porte, celle-ci qui concerne ta vie professionnelle qui s'ouvre, c'est incroyable. Une nouvelle porte magique, parce que à l'époque, je reçois ce coup de fil. Je dis, OK. Je reçois un deuxième coup de fil, le même jour. Maria, on veut de l'huile d'argan. Je dis, écoutez, prenez tout ce que j'ai, de toute façon. C'est la merde. Et ils me disent, non, 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 on veut que toi, tu construises notre marque. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en une semaine, je me reçois 50 coups de téléphone comme ça. Et ce mari-là qui me disait, tu ne fais pas assez d'argent, tu pars. OK. 2 mois plus tard, je me suis fait $200,000. 2 ans plus tard, je me suis fait $2 millions. Ça y est, ça a été une escalade, mais folle, folle, folle. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait Amazon qui formait 6 000 personnes tous les 6 mois pour vendre sur Amazon. Et à la fin de la formation, ils leur ont donné cette liste de 10 produits en leur disant, allez-y, lancez cette marque. Avec ces produits, vous serez millionnaire dans les 2 années. Alors, un des produits était l'huile d'argan. À l'époque, personne ne connaissait l'huile d'argan aux États-Unis. En fait, tout le monde connaissait Moroccan Oil. Moroccan Oil, c'est quoi? C'est une entreprise israélienne qui avait mis la main sur les salons et spas et qui n'avait rien de l'huile d'argan. C'était 99% de synthétique. Donc, quand je disais que j'avais Moroccan Oil, on me disait, OK, envoie-nous les échantillons. J'ai envoyé 5000 échantillons. Et à chaque fois, on me disait, c'est pas Moroccan Oil. Donc, pendant les 3 ans où je galérais, moi, j'avais un problème, un conflit d'identité de produit. Et ce qui s'est passé quand tout s'est débloqué, c'est que la mode de l'huile d'argan arrive aux États-Unis. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai même pas eu à dépenser une fortune à former les gens. Ce qui est génial, c'est que ces gens qui avaient payé une fortune pour leur formation, je leur créais leurs produits, j'ai développé leur entreprise. Alors, juste pour que tu saches, tous ces gens sont devenus millionnaires en l'espace de 1 ou 2 ans. Il y en a un, après 3 ans, c'était mon client, après 3 ans, il a vendu pour $10 millions. Donc, tu vois, donc ça y est, j'étais sur une autoroute. On aurait dit que ces 3 années de galères et d'obstacles par lesquels tu es passé, en fait, te préparaient à être là au bon moment. Et c'est vraiment quelque chose qui revient à travers pratiquement toutes mes interviews. C'est cet alignement de planètes à un certain moment qui se met en place, qui dessine les débuts de la réussite. Exactement. Exactement. On dirait que vraiment tout s'est imbriqué à mon insu, parce que moi, pour moi, j'ai commencé avec Marrakech Select. En l'espace de 2-3 ans, je suis devenue Eco Beauty Wholesale. Et puis après, donc en étant une usine, je me ramasse un peu tous ces clients qui grandissaient à une vitesse vertigineuse. Et puis je me diversifie aussi, d'accord? Donc je ne suis plus que dans l'huile d'argan, je fais tous les produits cosmétiques. Donc là, ça prend des allures de tu passes de 2 employés à 70 employés. La production, c'est toute la journée, toute la nuit. C'est une autre dynamique. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes qui n'ont pas encore expérimenté la vie d'entrepreneur pourraient se dire le succès, c'est facile. En fait, la croissance, c'est tout ce qu'on attend. Mais en fait, la croissance, ça se gère et parfois, c'est plus compliqué encore qu'on peut l'imaginer. Ça a été le cas pour toi de gérer cette croissance fulgurante? Alors oui, moi,
ça a été le plus difficile. C'était une croissance, une croissance exponentielle. C'est-à-dire qu'il faut prendre les bonnes décisions. Une croissance te demande beaucoup d'argent, beaucoup de cash flow. Une croissance te demande de prendre les bonnes décisions. Et aux États-Unis, le problème, en tout cas, je l'ai compris plus tard, hein, le problème, c'est que tout vient d'un coup et tout repart d'un coup. C'est vraiment un tsunami. Donc, il faut ne pas perdre de vue l'essentiel. Hein. Et l'essentiel, c'était quoi? Moi, j'ai grandi à cette vitesse vertigineuse, mais je te le dis, je me suis effondrée avec cette vitesse vertigineuse parce que justement, je n'ai pas su gérer la croissance. D'accord? Il y avait trop d'employés. Il y avait, moi, je suis pas une spécialiste. Oui, j'ai un MBA, mais bon, je pouvais pas me convertir en Bill Gates en 1 an ou en 2 ans. C'était pas possible. Donc, c'est en t'effondrant que tu comprends. Voilà. C'est fort ça, Maria. Alors qu'est-ce qu'on comprend quand on s'effondre? Qui tu es. Qui tu es. Je veux dire, moi à l'époque, je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis comme un cheval. Je suis quelqu'un d'ambition, j'avance, mais je ne me suis jamais posée pour savoir où est-ce que je voulais aller. Hein. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours laissé le destin prendre en main ma destinée. Et puis, à un moment, j'ai dit stop. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Alors si on fait un flashback sur ton histoire, Maria, ce moment-là, tu t'es enfin décidée à poser tes 2 valises et à te dire, OK, où est-ce que je vais aller? C'est ça? Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu es? Qui tu es? Alors, je passe d'un effondrement familial à un effondrement professionnel. Et là, écoute, je me dis, on arrête là, on arrête. Et on se questionne. Et c'est ce qui a tout changé. En fait, c'est là où le succès est véritablement arrivé. Le succès n'est pas venu avec l'argent, le succès n'est pas venu avec la production, avec les clients. Non, non, non. Le succès est venu avec euh, connaître ses limites, connaître ce qu'on veut. Parce que là, on a des objectifs. Et on a des objectifs qui sont achievable, comment tu dis Atteignable? Atteignables, voilà. Euh, et on arrête de pédaler dans l'eau, dans le vide. Parce que ça, c'est crevant. C'est crevant. Alors c'est quoi, Maria, pédaler dans le vide? Qu'est-ce que tu as arrêté de faire, par exemple? Dire oui à tout le monde. Dire oui à tous les clients. D'accord? Moi, aujourd'hui, c'est très simple. Un client me dit, j'ai, je suis très ambitieux. Je vais devenir un millionnaire. Je lui dis, chérie, euh, c'est super, je suis contente pour toi. Va voir ailleurs. Alors qu'avant, je prenais ça pour le succès. Avant, j'accueillais. Mais alors pourquoi ne pas accueillir un client qui te dit je veux être millionnaire? Bien parce qu'il peut le faire, il peut le devenir. Mais moi, je m'investis beaucoup. Et il peut le devenir, mais 90%, il ne le deviendra pas. Donc, est-ce que j'accorde, moi j'ai un temps très limité dans ma journée, j'ai 24 heures. Est-ce que j'accorde mon temps à cette personne qui a l'air d'être un peu décalée? Pour moi, quelqu'un qui commence une première phrase en disant je vais être millionnaire, je dis bon, écoute, toi tu as suivi les séances de coaching à 2 balles. Écoute, continue ton chemin parce que moi j'ai pas le temps, j'ai pas autant de temps que toi pour apprendre. En fait, ce que tu dis, Maria, c'est que pour bien gérer la croissance, eh bien, il faut parfois refuser des clients qui pourraient paraître très alléchants, des deals vraiment très intéressants, mais qui en réalité peuvent être une source de déstabilisation de ce moment de décollage de l'entreprise qui est un des moments les plus sensibles en fait dans la vie d'une entreprise. Mais tu sais, je suis dans l'industrie du cosmétique. C'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions et des millions de clients pour moi. Moi, je suis dans une superbe place. Je manquerai jamais de clients.
tu vois. Et tu dois apprendre à filtrer. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime bien parler aux clients. Moi-même, il y a des gens, enfin des compagnies qui ont des équipes de vendeurs. Moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce que les choses doivent être under control. Et j'ai une usine, j'ai un espace, j'ai des machines. Quand tu as un de tes clients qui augmente parce qu'il a un gros contrat, moi, ça implique quoi? Plus d'espace. Donc, va louer à $50 000 un autre entrepôt. Ça me demande plus d'employés. Chaque employé, c'est un minimum de 50 à 80 000 $. D'accord? Ça coûte cher. Et puis, donc, il y a 3 facteurs. Il y a l'espace, il y a la main-d'œuvre et il y a les machines. Alors, les machines, on parle encore de centaines de milliers de dollars. C'est pour ça que un client qui grandit très vite ou un nouveau client qui est grand, maintenant, je connais les conséquences. En fait, c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs qui débutent confondent ou ne savent pas faire la part des choses entre le bon et le mauvais chiffre d'affaires. Le bon chiffre d'affaires qui permet d'accompagner une croissance pérenne et je dirais voilà assez naturelle, et le mauvais chiffre d'affaires qui va créer des ruptures qui risquent de fragiliser l'entreprise et qui au fond n'apporte rien de bon. C'est bien ce que tu dis. Tu sais, il faut faire très attention parce que quand tu as un client qui grandit très vite, d'accord, on passe de quoi? On passe de 10 000, 20 000 bouteilles par mois par produit à 200 000 bouteilles par mois par produit. Bon, c'est que ça veut dire ça. Ça veut dire que toute ton attention va se consacrer sur ce client. Et qu'est-ce que tu fais des autres? Tu vois, la main-d'œuvre, tu peux pas la disperser. Enfin bref, c'est toute une dynamique. En fait, là, Maria, tu parles d'équilibrer en fait son portefeuille client pour être dans une pérennisation de son entreprise sécurisée, c'est ça? Exactement, de façon à ce que tu ne délaisses pas un client. Parce que bien sûr, quand tu fais la production, tu vas privilégier celui qui te génère un chiffre d'affaires constant. Et puis le petit, tu vas lui dire, bah attends que je termine toutes les autres marques. Et bon, à ce moment-là, ça fait plus de sens. Ça fait plus de sens. Oui, et puis là, c'est la fameuse loi de Pareto. Si on a un client qui fait 80% de notre chiffre d'affaires, on perd totalement notre indépendance, on est fragilisé, et puis petit client deviendra grand, et parfois même inversement. Ouais. Oui, alors, il y a 2 aspects. Il y a cet aspect-là, donc la fin du parcours, et puis il y a l'aspect du début du parcours. Quand c'est un nouveau client, moi, c'est à peu près 60 heures par semaine pour l'aider à développer sa marque. Donc, tu as le côté, et puis le client, pour peu qu'il te dise non, finalement, ma femme vient d'avoir un enfant, j'ai pas le temps. Hein, moi, c'est mes heures qui sont passées. C'est pour ça que c'est un travail d'équilibriste. Et finalement, on apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos réussites. Absolument. Absolument. Je dirais ça, la réussite, c'est presque un miracle. Et puis après, avec les erreurs, tu te dis, bon, ben voilà, c'est comme ça que je vais structurer les choses. Je me connais maintenant. Je connais mon temps. Je connais ma vitesse de travail. D'accord? Et puis, je sais ce que je suis capable d'endurer. Alors c'est sûr que toutes ces péripéties nous aident à mieux nous connaître, mais aussi à mieux connaître notre entourage. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que on reconnaît ses amis dans les moments difficiles, est-ce qu'ils sont là ou pas. Alors ma philosophie, c'est de dire oui, mais aussi on reconnaît ses amis, ces personnes pour qui vraiment on compte, lorsqu'on réussit. Est-ce que à ce moment-là, eh bien, elles sont là pour applaudir, elles sont vraiment heureuses pour nous, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, il arrive que certaines personnes, face à la réussite d'un ami ou de quelqu'un de la famille, soient pas aussi enthousiastes que ça. Quel est ton point de vue là-dessus, Maria? L'entourage, tu
tu sais, moi, je n'ai pas été très aidée étant donné que je viens d'une famille de médecins. Donc, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je suis immigrée dans une ville où je ne connais personne, dans un pays où je ne connais personne. J'ai pas de famille ici, j'ai pas d'amis professionnels parce que le chef d'entreprise, c'est bien, c'est bien quelqu'un qui est très isolé. Donc, j'ai dû me bâtir seule. Euh, Basé sur cela, bon, bien sûr, quand tu commences ton idée d'entreprise, t'as les gens qui sont de ton côté, qui te supportent et tout. Et puis, au bout d'un moment, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de t'entendre parler obsessivement sur ton idée. Ils y croient plus. Ils ont plus envie d'y croire parce que ça n'avance pas vite, pas assez vite pour eux. Et toi, tu dois continuer à y croire. Alors, non seulement tu n'as plus de support, mais tu as des barrières. Tu commences à avoir des barrières. C'est un peu ce qui s'est passé avec mon mari, où il me disait, tu arrêtes immédiatement. Et je disais, je peux pas, je me suis trop investie. Lorsqu'on traverse toutes ces difficultés et qu'on les dépasse et qu'on arrive à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, voire même qu'on le dépasse lui aussi, ça doit certainement nous apporter une force, une énorme confiance en soi. Oui, en fait, c'est là où j'ai connu la liberté. C'est véritablement là où j'ai connu la liberté parce que tu es conditionné à ne pas euh, être ce que ta voix intérieure te dit d'être, de devenir. Et, euh, et, et tu as le monde physique qui te restreint. Et je dis pas seulement mon mari, hein, mais tout le monde. D'ailleurs, on associe souvent la réussite à la liberté. Ben, moi, je suis très indépendante. Donc, effectivement, pour moi, la réussite ne peut pas se passer avec des contraintes. Euh, oui, la liberté, c'est génial. C'est ça l'Amérique. Moi, je suis venue en Amérique pour la liberté. Ben, je l'ai trouvée. Est-ce que c'est pour autant euh, une vie de bonheur? Ben non, il y a toutes les facettes à construire avec et on a des problèmes, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres instabilités. Moi, je sais que la liberté, c'est pas tout. C'est essentiel pour moi, pour mon caractère, mais c'est pas tout. Et puis cette liberté qu'on recherche dans la réussite, est-ce que finalement toute sa quintessence ne se trouve pas dans l'échec? Parce que quand on a la possibilité d'échouer, eh bien, est-ce que c'est pas là qu'on se sent le plus libre dans notre vie, d'être capable comme ça d'oser et de se dire, bah oui, je peux échouer, j'ai le droit d'échouer, je suis libre. Ouais, non, c'est vraiment, le passage par l'échec est indispensable. Il est véritablement indispensable. De toute façon, il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui te dira je n'ai pas vécu l'échec, c'est pas vrai. Je te pose cette question, Maria, parce que à l'heure des réseaux sociaux qui rythment quand même la vie de beaucoup de personnes, où tout est beau et où quand c'est pas beau on met des filtres pour que ça le devienne, où en fait on utilise ces réseaux pratiquement uniquement pour montrer les succès, les réussites, le bonheur, à l'heure de cette parfois ce positivisme un peu exacerbé, le fait d'occulter complètement les coulisses de la réussite et donc cette course d'obstacles qu'elle représente, est-ce qu'il n'y a pas un risque que beaucoup de personnes pensent que réussir c'est facile et que si il m'arrivait de ne pas y arriver justement, eh bien ce serait honteux, c'est pas normal, parce que ce qui est normal, c'est de toujours réussir et surtout de le montrer et de le mettre en scène avec ou sans filtre. Tu sais, moi, je pense que chacun a son business. Il y a ceux qui ont un business qui est basé sur l'image. Hein. Bon, cela personnellement, moi, je suis pas dans ce business-là, donc je ne sais pas ce que c'est que de gérer l'image. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que l'avantage que j'ai, c'est que j'attire tous les prospects. Toute personne à qui je parle a envie de travailler avec moi. Et c'est quoi le point fort? C'est que je leur dis les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de masque.
Je leur dis que je me suis éclaté la gueule 12 fois. Euh, j'explique, j'explique aux gens, tu sais, pour moi, c'est des chefs d'entreprise. Mes clients sont des chefs d'entreprise. Donc, leur donner un peu la face cachée, comme tu dis, leur présenter la face cachée, c'est une expérience extraordinaire. C'est un PhD que je leur offre. Et à chaque fois, d'ailleurs, tous les prospects à qui je parle, quand je ne peux pas travailler avec eux, je leur dis toujours, écoutez, je vais vous donner 30 minutes de coaching. D'accord. Vas-y, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça, ça va te sauver beaucoup d'argent, ça va te... Est-ce que je veux, tu sais, par exemple, il y a une façon, il y a une façon que les prospects ont d'approcher les compagnies comme les miennes. On me dit, c'est quoi ton minimum? Minimum de production. Parce que moi, j'aime pas travailler avec les, les startups. D'accord? Bon, ben, je leur dis, moi, c'est 2000 bouteilles, par exemple, par produit, par mois. D'accord. Eh bien, moi, j'ai très souvent des prospects qui me disent, OK, je vais commander 2000 bouteilles. J'ai dit non, tu vas pas commander 2000 bouteilles. Hein, d'accord? Parce que tu vas foutre ton budget dans ton stock. Tu vas pas réussir à vendre dans les 2 années. Donc, tu vas te retrouver avec un stock qui est périmé et tout. Bon, bref, je les coach. D'ailleurs, tu vas sur Google, les 5 stars reviews, c'est généralement des prospects, d'accord, qui ont apprécié la truc. Moi, voilà, ce qui me réussit, c'est justement, c'est de prendre mes échecs et de les tourner en précieux conseils. Alors en histoire, on étudie les plus grands dirigeants de pays, guerre, leurs batailles. Et pour comprendre encore mieux notre monde, je trouve que c'est très intéressant d'étudier aussi l'histoire des grands patrons qui ont comme ça impacté nos vies, que ce soit en tant que client ou simple observateur. Si je fais un grand écart, on est passé par des modes de grands patrons. On avait par exemple Henry Ford avec sa fameuse citation chaque client peut choisir la couleur de sa voiture du moment qu'elle sera noire. Puis plus proche de nous, Steve Jobs qui lui avait une vision très simple, hein, computers for everyone, un ordinateur pour chacun. Et puis ces dernières années, une nouvelle génération de patrons a émergé qui s'intéresse beaucoup plus au macro qu'auparavant. Par exemple, Tim Cook qui dit que il veut trouver un sens à son entreprise et faire en sorte qu'elle ait un impact positif sur la vie des gens. On a aussi Elon Musk qui affirme sans cesse qu'il ne fera rien qui n'ait pas un impact sur le bien-être de notre planète et voire même nous transformer en habitants multiplanètes. Donc c'est sûr que la mission d'un entrepreneur, c'est de créer, d'innover et de pérenniser son entreprise, mais aussi d'impacter beaucoup plus notre environnement, protéger notre planète. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Maria? Moi, je t'avouerai que ça ne me parle pas parce que bon, je suis très admirative de ces gens. Mais encore une fois, c'est la face cachée. D'accord? Moi, Elon Musk, je peux te dire il y a des millionnaires investisseurs derrière lui. Il y a toute une équipe de gens ultra compétents. Elon Musk, c'est une figure. Hein? C'est une figure qui d'ailleurs, pour adoucir sa figure, est toujours sur Instagram avec son bébé dans les bras et tout. Est-ce que j'ai envie d'adhérer au masque? Non. Donc c'est pour ça que je n'ai pas d'idole, d'accord, mais je t'avoue que je suis très impressionnée par les gens qui se réinventent. Et grâce à Hollywood, tu arrives à attraper des célébrités qui se sont réinventées, d'accord. Celles-là, j'admire parce que je sais par quels échecs elles sont passées, je sais qu'est-ce que ça a pris pour convaincre une équipe de croire en toi après tes échecs. C'est pas évident. Ça, j'admire cela, mais c'est pas parce que je le vois, c'est parce que je le sais, je le sens. J'arrive à lire à travers les lignes. Donc, si tu me demandes, est-ce que j'ai un modèle de, j'ai pas de modèle, non.
je lis à travers le regard, l'expérience. Et là, j'admire quand il y a eu beaucoup d'épreuves. Et alors, la leçon déterminante que tu retiens, c'est laquelle, Maria, de tout ce parcours? Fonce, fonce, vas-y, fonce. Ben oui, parce que si tu ne fais rien, tu n'obtiendras rien. Le statu quo moi je vois beaucoup de gens qui veulent tellement être dans le politically correct qu'ils ils n'arrivent pas à sortir de think outside of the box. Tu vois, vas-y, mais vas-y. Imagine que le bon Dieu t'es mise dans une espèce de jeu, d'accord, un jeu de société, d'accord, et qui te disent éclate-toi. Et que toi, tu dises wallah choum. Tu vois, là c'est un problème. C'est un problème pour ton ambition, c'est un problème pour ton futur, pour tes achievements, non, non, il n'y a pas de chouma. Il y a zid, zid, et tu vas te casser la gueule, et c'est pas grave, tu vas te relever. Est-ce que le fait que tu as fait de l'équitation, et d'ailleurs du saut d'obstacle, est-ce que je sais que l'analogie est un peu grossière, mais est-ce que finalement ça t'a pas aidé aussi dans ton parcours, hein? Non, mais tu as raison. Mais il y a plein d'analogies comme ça. Tu as raison. Quand tu as un cheval qui saute, tu as l'impression de voler. Hein? Et des fois, lui, il saute et toi aussi, tu sautes par terre. Donc, euh, oui, mais il y en a plein. Moi, j'ai toujours été une casse-cou. Tu vois, moi, à 16 ans, je faisais le mur tous les soirs. Moi, à 19 ans, je sautais des chevaux. Enfin, je te dirais, je me suis fait des cascades en cheval. Tu te dirais comment elle a fait pour s'en sortir indemne. À 23 ans, j'étais dans un avion, je savais même pas où est-ce que j'atterrissais. Je me marie avec quelqu'un, Mara, Mara, ouais, l'autre, tu vois, je connaissais pas. Tu vois, donc il faut rien, vas-y. Et après, tu écriras ton histoire. Et si tu ne fais que te casser la gueule, eh ben tu vas écrire un livre et ça fera de toi une successful person. Tu comprends ce que je veux dire? Vas-y, mais c'est un jeu. On est dans un jeu ici. Il y a qu'une seule vie. Il y a qu'une seule vie et tu repars avec rien. Mais par contre, ce que tu as, c'est que tu as une infinité de possibilités. Alors vas-y, éclate-toi. Ton vas-y, Maria, il est aussi doux que fort et déterminé. Vraiment, c'est un conseil tellement chouette. Alors, dis-moi, si tu avais un objet qui pouvait symboliser comme ça ce moment où la réussite démarre, ce serait lequel? Alors moi, tu sais, quand j'ai commencé dans mon sous-sol, mes enfants avaient 3-4 ans. Et donc, ils avaient des petits jouets. Quand j'ai commencé ma Marrakech Select, je me retrouvais avec des bouteilles rondes et je n'arrivais pas à coller l'étiquette parce que c'était rond, j'essayais de bloquer la bouteille entre mes jambes, j'arrivais pas. Et c'est là que je vois un petit avion qui appartenait à mon fils et qui avait le siège arrondi. Et comme par hasard, la bouteille se calait sur les sièges de façon fantastique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des bouteilles de qualité. C'est grâce au petit avion de mon fils. Donc voilà, dans ce petit avion, je l'ai gardé. C'était le début de mon aventure. Ce petit avion, Maria, il me fait penser à Saint-Exupéry qui a dit toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Et voilà, maintenant j'ai en tête ce petit avion dans lequel tu plaçais les bouteilles pour démarrer ton aventure de l'aventure de ta vie de business. Et, euh, et le fait que ce soit le petit avion de ton fils a encore plus de symbolique et ça me permet de te poser la question suivante que je pose également aux messieurs, je te rassure. Comment tu fais pour gérer à la fois une entreprise qui demande beaucoup de temps, de rigueur, de présence, etc. et en même temps, voilà, ta vie de mère de deux jeunes ados. Comment on fait? On trouve l'équilibre ou on abandonne l'idée de le trouver? J'adore mes fistons. Je suis maman à élever 2 enfants.
Et j'adore mes fistons parce que je les ai élevés un peu comme moi, c'est-à-dire très indépendants. D'accord. Euh, Mes fistons, ils sortent de l'école, mon grand, pardon. Euh, il a son permis, il a sa voiture. Il s'arrête au supermarché, il fait les courses pour la semaine. Et t'as pas le choix. T'as pas le choix. J'ai pas pu élever mes enfants comme la famille Ingalls. Tu vois, t'as pas le choix. 4x4 tout terrain, il faut faire en sorte que t'as pas le temps, eh bien t'as pas le temps. C'est pas pour autant que tu vas négliger, tu vas juste former de façon un peu prématurée tes enfants à s'occuper d'eux. Et justement, alors, tes deux garçons, qu'est-ce qu'ils pensent du travail de maman et de sa réussite? Alors mes enfants ne savent rien sur moi jusqu'à ce que la prof leur demande qu'est-ce qu'elle fait ta maman. Alors là ils viennent chez moi, ils me disent qu'est-ce que tu fais déjà. Euh, Non, ils savent rien. Ils sont dans leur monde. Ils sont pleins de rêves. Alors, mon grand de 17 ans, cette année, il a ouvert sa deuxième compagnie. Tu vois, la première, c'était l'année dernière. Il faisait du detailing des voitures. Euh, 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 et il nettoyait en profondeur les voitures. Cette année, il fait du landscaping. Comme on dit, on voit là que les chiens ne font pas des chats. Ton fils a vraiment la même fibre entrepreneuriale que sa maman. Il a la petite fibre, oui. Il a la fibre, il fait de la crypto, il est partout et nulle part. Mais bref. Le petit, c'est le petit cerveau de la famille. Lui, il est très structuré, très rangé. Chacun a son caractère, hein, tu sais. Et voilà. Mais en tout cas, la gestion se fait très facilement. Je crois que le fait que j'ai été mère au foyer quand ils étaient petits, ça a beaucoup aidé parce que je leur ai donné tout ce dont ils avaient besoin pour bien se structurer. Après ça, tu leur apprends des outils, tu vois, mais je suis toujours là, ils ont. Alors, il y a tout un débat sur, tu sais, la différence entre réussir sa vie ou réussir dans la vie, sachant que la plupart des personnes va dire que réussir dans la vie, c'est entre guillemets plus simple parce que c'est pratiquement que du matériel. Alors, quel est ton point de vue à toi, Maria, là-dessus? Réussir. Je sais pas, sais, c'est marrant, hein, parce qu'au début, tu m'aurais dit, réussir, c'est quoi? Je t'aurais dit, bah, c'est l'argent. Moi aussi, j'aurais dit, c'est ça. J'ai étudié toute ma vie. Là, je suis super contente parce que j'ai pu étudier. J'applique ce que j'aime. Et puis, ça porte des fruits. À 50 ans, je t'avouerai que j'ai une autre image de la réussite. Euh, j'ai une totale autre image. Tu sais, tu peux avoir ta structure et tout est beau en apparence et tout. Et puis, un moment, tu te réveilles, ton corps, il te dit, je veux plus fonctionner. Et tu te dis, tu rigoles quoi, tu te lèves, ok, on continue comme avant. Et ton corps, il te dit, ben non, vas-y sans moi, je te supplie. Et à ce moment-là, ben, ça remet tout en question parce que tu es l'employé le plus important de ton entreprise et tu te dis, ben, il veut plus, ça y est, il a saturé, il veut plus. Et là, mais tu dois tout remettre en question. Là, tu dois t'intéresser à quelque chose pour lequel tu ne t'étais jamais intéressé, c'est-à-dire à toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton petit cerveau qui fait que ton corps ne veut plus obéir? Et là, on parle de développement personnel. Et là, on se découvre un autre monde auquel on n'avait jamais eu accès et qui te dit, bah, écoute, maintenant, tu vas apprendre à te connaître, à connaître tes limites, d'accord, et à savoir ce que tu veux, d'accord? Parce que ce que tu croyais être, c'était une illusion, d'accord? Et ce que tu es, c'est toi. Seulement, tu es à 5000 bornes de ce que tu es. Et maintenant, bah, tu vas te rejoindre. Tu vas aller, tu vas te trouver, tu vas te rejoindre. Alors oui, tu peux avoir atteint le succès, mais le succès, en fait, c'est l'échec dans la tête. C'est l'échec dans la tête. Il te sert à rien, ton succès. Il te sert à rien. Bon, oui, fais vivre tes enfants, tout ce que tu veux, mais il te sert à rien. Et plus tu ouvres cette petite porte de sa voix intérieure, et plus tu découvres ben, que t'es pas du tout ce que tu pensais être, et que tu te dis, ben, finalement, non,
je veux impacter non seulement ma vie, mais du coup, tu veux impacter le monde, pourquoi pas. Voilà, j'ai ce type de connaissances, d'accord, et j'ai envie de donner parce que c'est ça, finalement, euh, l'essence de l'être humain. C'est de donner, c'est de partager, tu as envie d'aider, voilà, avec l'âge, c'est ce que tu as envie, c'est ça le succès. Alors le prochain rêve avec les fameuses 2 valises, ce serait quoi? Ben, c'est un rêve, il est à peine en ébullition, il est à peine en essence. J'aimerais, ben, donner mon savoir et le rendre accessible. Voilà, donc parce que j'ai un savoir en cosmétologie, euh, et puis je suis en train de m'intéresser beaucoup à tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est paix intérieure et ouais, j'aimerais combiner ces deux choses et puis l'offrir. Voilà. Vas-y. D'accord. Prends soin de toi. Donc le prochain rêve, ce serait Maria, la formatrice, la conseillère, l'inspiratrice? Non, ce serait peut-être des ateliers de bien-être, mais qui touchent différents euh, différents aspects. Tu auras un petit aspect cosmétique, un petit aspect passion, un petit aspect, je sais pas, un petit centre pour femmes, pour se développer. Tu sais, moi, je ne suis pas devenue euh, ce que je suis devenue en ne faisant rien, parce que pendant que j'étais à la maison en train d'élever mes enfants, je suis devenue artiste, tout simplement. Je j'ai fait des constructions, j'ai fait des décorations, j'ai déménagé dans 5 maisons, tu vois, je me suis découverte un côté artiste. Eh bien voilà, je veux aider la femme à se découvrir, peut-être plutôt qu'à 50 ans. En fait, tu étais déjà dans le partage puisque tu as réussi à faire découvrir les bienfaits aux Américains de la véritable huile d'argan. Et donc, voilà, tu continues dans ce partage. D'une bonne qualité d'huile d'argan. Alors, l'huile d'argan, ça restera un classique en Amérique. Et tu vois, c'est ça, c'est exactement ça. Si tu prends la femme, tu prends le produit de qualité, puis tu lui dis, ben voilà tout ce que tu peux faire avec ça. Et devine quoi, ça a aussi un impact sur ton mental. Quand tu t'occupes de toi, c'est un impact sur ton mental. Et je vais te t'apprendre des nouvelles façons de t'occuper de toi. Tu vois, avec l'huile d'argan. Je ne rêve jamais au succès, j'ai travaillé pour le succès. C'est Estée Lauder qui a dit ça, cette énormissime femme d'affaires, justement, qui a eu une réussite fulgurante, qui a traversé les siècles dans le secteur des produits de beauté. Alors, toi, Maria, tu rêves ou bien tu travailles? Je suis un peu d'accord avec ça parce que et tu peux rêver, il n'y a pas de problème. Vivre dans l'illusion, c'est rêver, d'accord. C'est génial. Alors d'après toutes les théories bouddhisme et tout tralala, vas-y, le rêve te permet d'ouvrir les portes et tout. Mais rêve, hein, rêve comme tu veux. Mais le fait est que dans le concret, tu peux rêver 1 million de fois sur différents projets et ça ne se réalise pas. Tu vois, il faut quand même rester un peu dans le concret. Maintenant, est-ce que tu as une intuition que ça va se passer? Oui. Est-ce que c'est ça le rêve? J'en sais rien. Mais effectivement, ça prend beaucoup de travail pour atteindre le rêve. Le rêve, il change toutes les secondes. Le rêve s'adapte. Hein. Les énergies changent. Donc, est-ce qu'on parle d'un rêve ou on parle d'1 milliard de rêves qui changent constamment? Tu vois, donc, oui, le rêve, il est là, il est toujours dans notre tête. Il faut le garder. Il faut le garder parce que c'est de l'espoir, le rêve. Mais c'est vrai que le travail, c'est peut-être ce qui amène la concrétisation des rêves. En fait, pour bien rêver, il faut d'abord se réveiller. Je peux te dire aussi l'inverse. Tu peux rêver, mais jamais de se réveiller. Je vais te donner un autre exemple. Tu sais, quand j'ai passé les 3 années à faire tout et n'importe quoi, je ne me voyais pas être autre chose qu'une chef d'entreprise. D'accord? Est-ce que je rêvais? Oui.
Je rêvais que je serais, je ne sais pas. Je ne savais pas, je tâtonnais partout et nulle part, tu vois, je ne savais pas. Est-ce là ton chemin s'ouvre? Est-ce que tu as réalisé ton rêve? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu as réalisé ce que tu as fait. Tu vois, une porte s'est ouverte, une autre s'est ouverte, une autre s'est ouverte. Tu ne sais pas laquelle va s'ouvrir. Tu n'en sais rien. D'accord? Donc le rêve se dessine de lui-même. Mais toi, tu peux en avoir un millier de rêves dans ta tête, il n'y a pas de problème. D'accord? À un moment, il faut faire des choses. Et puis, il faut cogner, encore une fois, il faut se lancer. On arrive toujours à la même chose. Lance-toi, et puis après, le rêve va se dessiner, et puis, voilà. En ce moment, par exemple, il y a certainement des lauréats de l'ISCAE, comme toi, qui aujourd'hui, ont obtenu leur diplôme. Et c'est ce que tu leur dis, Maria. Tu leur dis, vas-y, fonce. Ouais, oui. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à la petite Maria de 15 ans, je lui dis, fonce, parce que tu n'en croiras pas tes yeux. D'accord? Il faut, tu sais, moi, je suis en arabe, on dit santeha. Moi, je suis une experte de santéhisme. Tu vois? Il faut oser, mais oui, parce que les portes vont se fermer. Tu vas en avoir 100 qui vont se fermer, une qui va s'ouvrir. Vas-y, c'est ton chemin, à toi seulement. D'accord? Après ça, continue d'avancer. Tu vas voir d'autres portes qui vont également se fermer. Il faut être santéha. Vas-y, toc, 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 toc. Et puis, il faut s'écouter. Mais il y a une voix pour chacun. Il faut juste l'écouter et puis taper. Et puis, nous, malheureusement, on semble croire que ce qu'on ne voit pas n'est pas palpable. Et pourtant, l'intuition, c'est ça. C'est ça la vie, c'est ça qui détermine ton succès, c'est ça qui va te mener vers ton succès, à toi. C'est d'écouter ton intuition. D'accord? Elle est unique à toi. Moi, je peux pas la deviner. D'accord? Tu as une idée, tu deviens chef d'entreprise, c'est quoi? C'est ton intuition, c'est ton idée qui ne vient pas avec un mode d'emploi, malheureusement. D'accord? Tu te ramasses la gueule, tu fais des erreurs, tu avances, tu continues d'avancer, tu te retapes la tête contre la vitre, tu tournes et puis voilà, c'est comme ça, tu bâtis petit à petit jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Aux ISCAE, j'ai envie de dire, allez-y, une étape à la fois, mais allez-y. Et puis, ne doutez pas, hein, il faut pas douter. Faut pas douter, parce que celui que vous pensez être meilleur que vous, plus riche que vous, plus connecté que vous, il réussit pas autant que vous. Il ne réussira pas autant que vous. D'accord? Parce que vous, ce qui fera votre réussite, c'est justement vos échecs. Prenez-les comme un cadeau. Et non pas comme un fardeau. Le petit avion, les 2 valises, les $400, vas-y, et les cascades. Je ne sais pas si j'ai réussi à résumer cet entretien merveilleux. En tout cas, un grand merci à toi. Et tu es une source d'inspiration. Et j'espère vraiment que les personnes qui nous écoutent vont vraiment profiter de toutes ces ondes que tu diffuses dans le partage de cette expérience. Ça m'a fait très plaisir. Beaucoup, Maria. Merci. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous, mais pour moi, le vas-y, fonce de Maria Helhel va résonner longtemps. Et combien elle a eu raison d'écouter cette voix intérieure, car Maria a réussi, malgré toutes ses embûches, en bonne cavalière, à surmonter tous les obstacles et à atteindre sa réussite. Vous le savez peut-être, mais pour qu'un podcast réussisse lui aussi, il a besoin d'être écouté, mais aussi d'être évalué et commenté sur Apple Podcasts. Et justement, je ne résiste pas à partager avec vous l'un d'entre eux. Je vous le dis. À quand le prochain épisode? Enfin un podcast marocain qui nous parle avec la finesse et la justesse d'une grande dame qui allie recul, discrétion
et bienveillance. Merci à vous pour ce magnifique commentaire. Et sachez que cette bienveillance, elle vient tout simplement de celle de mes invités, de leur générosité, de leur capacité à prendre du recul sur leur parcours pour mieux le partager avec les abonnés du podcast 27. Parlons maintenant de l'interview de la semaine prochaine. Vous le savez, chaque réussite a son propre ADN. Celui de mon invité de la semaine prochaine saura sûrement inspirer nombre d'entre nous, car durant cette interview, il y aura l'histoire d'un parcours fait de volonté, de travail, mais aussi de beaucoup d'émotions. Alors, pour recevoir votre dose hebdomadaire de Good Vibes, il vous suffit de vous abonner au podcast 27, tout simplement.